Bonjour à tous. Donc, je suis généticien et l'unité se situe à côté de Poitiers. Je vais vous parler effectivement de l'adaptation des prairies au changement climatique. Donc, très brièvement, je rappelle ce qui a déjà été dit. Donc, changement climatique ou dérèglement climatique. On a une tendance moyenne, augmentation des températures, globalement des précipitations annuelles qui vont rester, voire qui peuvent augmenter par endroit. Mais finalement, les températures font qu'on a une telle évapotranspiration qu'on va avoir des sécheresses importantes. Et je renote ici le fait que la concentration en CO2 de l'atmosphère augmente. Et pour les végétaux, c'est important parce que c'est un bon point. En fait, plus il y a de CO2 et puis plus les végétaux vont pousser. Et le point important en rouge qui a été souligné, c'est les aléas avec effectivement des événements extrêmes qui peuvent arriver comme ceci. Et juste la photo, c'était pour remettre le contexte local systématiquement. Le sol est super important au niveau des végétaux et donc capacité de rétention du sol très important. Donc à un endroit donné, le sol à prendre en compte bien sûr. Au niveau de l'impact en fait de ce changement, de ce dérèglement climatique chez les prairies, donc vous avez ici en ordonnée, c'est la croissance journalière de la prairie en tonnes de matière sèche par hectare et par jour. Et en abscisse, c'est l'année en fait, c'est le temps qui passe de janvier à décembre. Donc en vert, c'est ce qu'il y avait depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'on a une croissance importante au printemps, une diminution en période estivale. Il y a quand même une production. Il y a eu un gros travail de sélection qui a été fait chez les espèces fourragères pour maintenir cette production. On le voit sur le progrès génétique raigrant anglais. Il y a eu du progrès ici. Et ensuite, l'automne, un petit peu quelque chose et une diminution. Donc dans un futur proche, on passe à la courbe orange. On a une diminution de la production au printemps, une chute importante, voire pas de production l'été, et une petite production à l'automne selon les précipitations. Et dans un futur plus lointain, donc toujours avec augmentation de température et du CO2, finalement on va avoir une production qui va démarrer plus tôt après l'hiver et une augmentation de la production du fait de la concentration en CO2. Après chute de la production, quasiment rien l'été, et un petit quelque chose à l'automne. Donc en fait, on a deux choses à régler. Enfin, il y a d'une part la question des stocks, parce que du coup, il va nous falloir des stocks d'une part pour l'hiver, mais aussi pour l'été, et d'autre part, lorsqu'on a des prairies pérennes, la survie de ces prairies face à ces stress. Alors une première stratégie, ça peut être une stratégie d'évitement. On va produire en fait quand les conditions environnementales sont favorables. Grosso modo, automne à sortie d'hiver. Donc là-dessus, on va retrouver des espèces qui poussent très vite. Raigrad d'Italie, même alternatif à croissance rapide, qu'on peut associer avec un trèfle violet. Et éventuellement, on peut mettre en trèfle incarnat pour une croissance pendant l'hiver. On peut avoir des annuels pour faire du stock. Donc ici, les métailles avec une céréale associée à une protéagineux. Donc là, triticale avec du pois. J'ai remis le maïs en silage, même si je vais vous parler des prairies, parce que je pense qu'il y a pas mal d'endroits où finalement la production de maïs, lorsqu'elle est faisable, elle apporte quand même une quantité de biomasse non négligeable. Et aujourd'hui, au niveau d'INRAE, à Versailles, il y a des recherches sur la tolérance, l'adaptation du maïs aux sécheresses, avec en particulier une production de biomasse conséquente et de bonne qualité. Et par d'autres endroits avec des sécheresses plus importantes, on peut avoir des sorgho fourragers, multicoupes en particulier, avec des croissances automnales éventuelles. Donc ça, c'était la stratégie d'évitement. Maintenant, lorsqu'on a des prairies pérennes, en fait, on peut avoir différentes situations selon le niveau de sécheresse et selon ce que l'on va mettre dans notre prairie. Qu'est-ce qu'on va semer?
Alors je reprends ici la croissance journalière avec le temps en année. Et vous avez en vert une variété qui est moyennement tolérante. Donc on a la croissance comme on a vu au printemps, une chute l'été pendant la sécheresse. Donc on voit qu'elle s'arrête de pousser, mais quand il n'y a plus d'eau, ça ne pousse plus. Le premier truc, la réponse directe, c'est la croissance des feuilles, ça s'arrête dès qu'il n'y a plus d'eau. Ensuite, on a une croissance automnale qui est moyenne. Par contre, dans certains cas, avec certains niveaux de sécheresse et certaines variétés, ce qu'on peut avoir, c'est ce qui est en rouge. C'est-à-dire qu'on a une forte croissance au printemps, on a une diminution pendant l'été, mais vous voyez ici, il n'y a plus rien. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a de la mortalité des individus au sein de la prairie. Donc ça peut arriver avec certaines variétés. Et il y a un autre type, donc variété très tolérante ici en orange. Donc c'est des types plutôt méditerranéens. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'arrêt de la croissance ici, il se fait un tout petit peu avant le début de la sécheresse. En fait, il est induit pas par la sécheresse, mais par la photopériode. Et ensuite, on n'a aucune croissance pendant l'été, mais on va avoir une très bonne reprise à l'automne avec une très forte croissance à l'automne, qui peut être intéressante. Et donc, la question qui est posée, c'est finalement, quelle variété pour quel niveau de stress ? Et quelles espèces, quelles variétés on doit mettre selon le niveau de stress. Donc aujourd'hui, on est en train de monter un projet, le projet Résiste, avec l'Institut de l'élevage, Chambre d'agriculture. L'idée, c'est de regarder dans un gradient climatique, avec des sécheresses plus ou moins importantes, le niveau de tolérance de différentes espèces et de variétés. Alors, il y a de la variabilité pour cette adaptation aux sécheresses importantes. Il y a de la variabilité spécifique, avec ici, par exemple, pour les graminées, on sait que le dactyle est plus tolérant que la fétuque élevée, qui est plus tolérant que le raiegras anglais. Au niveau des légumineuses, la luzerne qui va être plus tolérante que les trèfles blancs. Mais il y a aussi de la variabilité au sein des espèces. Et là, ici, j'ai mis l'exemple chez le dactyle, de deux variétés de dactyle. Une variété en verte, c'est une variété de dactyle tempéré, et en jaune, c'est une variété de dactyle méditerranéenne. En fait, ici, vous avez le rendement annuel, production annuelle, et ici, un niveau de déficit hydrique pendant printemps-été. Donc, pour des niveaux de déficit hydrique relativement faibles, on voit que finalement, la tempérée, elle produit plus que la variété méditerranéenne. Donc, on a intérêt à produire cette variété. Et pour des niveaux plus élevés, donc vers 550 mm de déficit, ce qui est élevé, là on est à Montpellier, on a un intérêt à produire plutôt la variété méditerranéenne. Donc, selon où on est, il faut faire des choix. Il y a de la variabilité aussi au niveau du raiegras anglais. Donc, il y a les variétés qui sont cultivées. Ça ne représente qu'une partie de la variabilité de l'espèce. Ici, on a réalisé une étude sur environ 400 populations naturelles de raiegras anglais qui viennent d'un peu toute l'Europe. Et finalement, via un essai à différents endroits, donc à Lusignan, à Gand et puis au nord de l'Allemagne, on a vu qu'il y avait des types de croissance complètement différents selon les populations. Et on a 3 grands types de raiegras anglais. On a un type qui ne pousse pas l'hiver, même en conditions favorables, qui est très tolérant au froid. Un type qui ne pousse pas l'été, même si on les met sous des conditions favorables l'été, et qui est très tolérant au sec. Et finalement, un type en bleu, où là, en fait, c'est sous climat océanique, c'est des types qui poussent énormément, qui sont très vigoureux, très compétitifs. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les variétés de raiegras anglais qui sont vendues aujourd'hui, en grande majorité, elles sont issues de ces types bleus océaniques parce que c'est ce qu'on cherchait quand on les a fait. Mais par contre, ça veut dire qu'on a un potentiel au niveau des ressources génétiques très intéressant pour aller chercher des types en particulier. Nous, on regarde des populations du nord de l'Italie qui vont avoir cette capacité à mieux tolérer la sécheresse. Et même en raiegras anglais, on va pouvoir gagner et avoir des raiegras anglais dans des situations où aujourd'hui, on a de la mortalité. Au niveau
au niveau des fétuques et des dactyles qui sont plus tolérants, en fait, le bas blesse, comme je pense qu'il y en a pas mal qui le savent, au niveau de la valeur nutritive ou de l'appétence de ces espèces, qui est inférieure au raigrand anglais. Et là aussi, il y a eu un travail qui est réalisé et qui est en cours, en particulier sur la flexibilité des feuilles sur la fétuque élevée, que j'illustre ici avec ces différentes variétés avec leur année d'inscription. Et on voit qu'en fait, on a progressé sur la flexibilité qui est en relation avec l'appétence. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a la valeur nutritive qui est inclue pour évaluer les variétés et pour qu'elles soient inscrites au catalogue et qu'elles soient vendues en France. Alors maintenant, si on va dans des climats, là on passe à des climats beaucoup plus secs, avec des sécheresses vraiment très sèches, donc on est climat méditerranéen. En fait, on voit que la dormance estivale apporte une résistance, une tolérance à ces sécheresses très importantes. Par contre, on a une corrélation négative en fait, entre la dormance. Ici, vous avez la variété Casbah, qui est une variété marocaine qui est dormante, et en fait, elle pousse peu. La vitesse de pousse en conditions favorables, elle est faible. Et ça, c'est général. On a fait des études sur des populations naturelles marocaines et on retrouve cette relation. Alors qu'ici, vous avez la variété Ludac, qui est une variété tempérée qui est utilisée en France, et où on voit qu'elle n'est pas dormante, mais qu'elle pousse beaucoup plus. Et en fait, dans cette étude, ce qu'on a vu, c'est que quand on faisait un croisement entre une variété dormante et une variété non dormante, ben en fait, la descendance, on avait de tout. Ce qui donne un potentiel. On est capable d'aller chercher des individus comme ceux-ci qui soient à la fois dormants et avec des vitesses de croissance élevées. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité de créer des variétés qui soient dormantes l'été. Donc certes, elles ne vont pas pousser. Par contre, dès qu'il y aura des conditions favorables, on va avoir une vitesse de croissance élevée et une forte production. Et c'est ce qu'on a poursuivi dans le projet Casdar d'Actisec avec les sélectionneurs. On a testé plus de matériel, on a fait plus d'hybrides entre des méditerranéens et des tempérés. Et de ça, ce qui est sorti, le projet il est terminé. Ce qui est sorti, c'est finalement des populations qui sont déjà un petit peu améliorées. On a fait ce qu'on appelle du pré-breeding, c'est-à-dire qu'on a amélioré un petit peu, mais pas suffisamment pour être au niveau variétal. Et aujourd'hui, ce matériel est repris par les sélectionneurs pour proposer demain des variétés de dactyles méditerranéennes qui soient à la fois résistantes et productives. Donc, les conclusions pour cette adaptation au niveau des prairies, c'est, je dirais, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est la diversification. Je pense que tout le monde est conscient que face aux aléas, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, diversifier, c'est la chose essentielle. Et ça peut se faire au niveau de l'assolement. Donc, on a vu avec des cultures de courte durée, des prairies semées, mais même dans les prairies semées, on peut mettre des types plutôt résistants qui vont produire peut-être un peu moins, mais on est sûr qu'elles vont survivre, ou des types très productifs. Donc ça va dépendre en fait de la probabilité de survie de la prairie. Si vous avez des sécheresses sévères une fois sur tous les 10 ans, ça vaut peut-être pas le coup, il vaut mieux ressemer. Si c'est une fois tous les 2 ans, là peut-être que ça vaut le coup d'avoir un peu des deux. Mais on peut aussi faire cette diversification au sein des parcelles. Et donc on a de plus en plus des mélanges d'espèces. Donc graminées, légumineuses, fixation de l'azote, meilleure qualité, valeur nutritive du mélange. Et ce qu'on a vu, c'est que ça pouvait être aussi intéressant d'avoir de la variabilité au sein des espèces du mélange afin de permettre, non pas un gain de rendement tellement, mais ça va permettre d'aider à maintenir les différentes espèces, de maintenir graminées et légumineuses. Donc là, je montre juste des France Prairie Mélange, qui est un label de mélange. Et il en existe d'autres par des différents producteurs. Ensuite, ce que je voulais insister, c'est qu'en fait, il existe déjà un choix variétal que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez aller ici, j'ai repris Herbebook, dans lequel vous avez de recenser les valeurs des différentes variétés,
afin de choisir au mieux les variétés qui correspondront à vos conditions pédoclimatiques. Et donc là, aujourd'hui, le travail pour moi sur lequel il faut aller, c'est vraiment aller vers des essais post-inscription dans lesquels on aura des gradients climatiques afin de voir localement quel type de variétés vont mieux fonctionner. Les données que vous avez dans Herbegoo, c'est des données moyennes au niveau français. Voilà. Et là-dessus, je vous remercie pour votre attention.